Et nous allons maintenant partir pour Saint-Étienne. Le chemin du rétablissement n'est pas un long fleuve tranquille, comme la vie elle-même. La crise, voilà un moment particulièrement douloureux pour notre proche et pour nous. Mais il existe des outils pour prévenir la crise et, si elle survient, pour mieux la dépasser. En voici un, le plan de crise conjoint que vont nous présenter Yvonne Kennom et Céline Loubière. Nous accueillons d'abord Yvonne Kennom, qui est infirmière en équipe mobile de crise à Saint-Étienne. Formée en éthique du soin, elle participe à différents travaux de recherche concernant les droits des usagers. Elle dirige notamment l'étude Planco-ISO, qui évalue l'impact du plan de crise conjoint sur la diminution du recours aux mesures coercitives. C'est à vous, Yvonne Kennom. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc là, je suis un petit peu loin aujourd'hui de mon côté. C'est le milieu de la nuit. Je ne suis pas à Saint-Étienne. Donc c'est pour ça que vous entendez un petit peu peut-être une faune qui est un petit peu bruyante, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Je n'ai pas pu leur demander de se taire. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux sur le plan de crise conjoint. Je remercie vraiment l'UNAFAM pour son invitation et cette opportunité de pouvoir parler des directives anticipées. Et je remercie Céline d'avoir accepté de faire cette présentation avec moi. Donc, je vais partager mon écran pour avoir accès au PowerPoint. Est-ce que vous le voyez ? On le voit. Oui, on voit votre c'est bon. écran. Si vous pouvez le mettre en diaporama. Voilà, c'est bon, ça fonctionne ? Et ça fonctionne, c'est parfait. Ça y est, bon. magnifique. Allez, parfait. Donc voilà, l'idée ce matin, c'était de vraiment vous présenter le plan de crise conjoint et le kit Mon GPS, de parler des directives anticipées psychiatriques qui sont un outil qui permettent la promotion d'autonomie. Voilà, donc moi, effectivement, je suis infirmière depuis 17 ans au CHU de Saint-Étienne en psychiatrie. Là, actuellement, je travaille en équipe mobile de crise. J'ai aussi travaillé dans des services d'hospitalisation complète aux urgences psychiatriques, par exemple. Donc, c'est vrai que la question de la crise me touche vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai souhaité m'intéresser à la question du plan de crise, qui peut être une façon d'aborder autrement la crise. Voilà. Alors, je ne sais pas si Céline est là avec moi, si elle veut se présenter en même temps. Alors, Céline, est-ce que vous voulez vous présenter maintenant ? Alors, j'ai un petit mot sur Céline. Céline Loubière est anthropologue de la santé, formée en éthique médicale et en santé publique. Elle intervient au sein du Psycom en tant que responsable de la participation des usagers et de l'édition des brochures d'information. Et Céline va nous présenter le kit Mon GPS. Voilà, bonjour à tous et merci à tous pour ce colloque. Effectivement, je vais laisser Yvonne présenter le principe des directives anticipées en psychiatrie, qui est un outil vraiment intéressant et très utile et qui va venir compléter tout ce qui a été dit depuis ce matin. Et puis après, je vous présenterai un outil très pratico-pratique qui permet de mettre en forme ces fameuses directives anticipées. À tout à l'heure. Voilà, donc de quoi est-ce qu'on parle ? Donc les directives anticipées psychiatriques. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre aux usagers d'exprimer en avance ses volontés concernant sa prise en charge. Donc il y en a plusieurs sortes, il y a différents types de directives anticipées psychiatriques. Donc là, on va principalement parler de deux types. Donc les directives anticipées psychiatriques de façon globale. Et quand on parle de directives qui sont plutôt rédigées seules par l'usager lui-même ou avec de l'aide pour la formulation. Là, moi, je travaille sur le plan de crise conjoint, qui est une forme de directive anticipée, mais qui implique un usager et un professionnel. Donc, un professionnel qui va être un infirmier,
un père aidant, un psychiatre, une assistante sociale, voilà, qui vont vraiment l'aider dans la rédaction de ces directives avec une forme de consensus qui va pouvoir mener à la rédaction du document. Donc, les origines du document, donc c'est vraiment dans les années 80, Thomas Szasz, qui était un psychiatre plutôt de l'antipsychiatrie, on va dire, qui a créé le Psychiatric Will, où c'était vraiment l'idée de pouvoir, pour les usagers, de pouvoir dire leur volonté en ce qui concerne leur parcours en psychiatrie. Vraiment, lui, son idée, c'était de défendre, de donner un outil aux personnes pour qu'ils puissent se défendre des abus de la psychiatrie à l'époque. C'est quelque chose qui a été repris dans les années 90 avec les mouvements de défense des droits des usagers de psychiatrie aux États-Unis, avec le Patient Self-Determination Act dans les années 90 aussi, où vraiment là, il y a eu un focus sur les droits des usagers. C'est à ce moment-là vraiment que ce type de document, que cet outil s'est développé aux États-Unis. Donc, des directives anticipées au plan de crise conjoint. Donc, en fait, c'est au moment où les professionnels ont décidé de s'impliquer dans l'évaluation et la recherche concernant le document. Donc, c'est plutôt en Angleterre, dans les années 2000, que les professionnels se sont posé la question de comment est-ce que ces directives anticipées, si on y participe, si on les intègre aux soins, ça devient un plan de crise conjoint, comment est-ce que ça va influer sur le parcours de la personne. Et aujourd'hui, c'est vraiment une diffusion qui est plus large, qui est encore balbutiante en France, mais on retrouve quand même le plan de crise conjoint, donc principalement en Angleterre, en Allemagne, en Inde, au Canada et en Suisse, bien sûr. Voilà. Donc, je parle de la Suisse parce que l'équipe suisse, avec Pascal Ferrari, que vous connaissez peut-être, a vraiment développé le plan de crise conjoint dans l'espace francophone. Et c'est elle, en fait, qui nous a formés à Saint-Étienne, à l'occasion, donc là, j'ai dit que je travaillais dans une équipe mobile, donc à l'occasion de la création des équipes mobiles, elle a pu nous proposer une formation à la rédaction, à l'accompagnement à la rédaction du plan de crise conjoint. Et c'est vraiment de ce modèle suisse qu'on est parti. Donc, le plan de crise conjoint, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un document qui va identifier les signes précurseurs de la crise psychique, qui va décrire des stratégies qui permettent de dépasser le stress qui provoque la crise. Et il va aussi établir les préférences de l'usager pour ses soins avant et après l'hospitalisation. Donc, c'est vraiment un document qui va pouvoir intervenir lors de différentes étapes de la crise, donc soit avant, donc ça va pouvoir servir de prévention, ça va aussi pouvoir servir de façon active quand la crise elle est là dès les premiers signes, donc on va pouvoir apprendre à repérer les premiers signes. Dès les premiers signes, il y a certaines personnes qui vont dire quand les premiers signes arrivent, je sais qu'il faut peut-être que je me mette un peu à l'écart, ou au contraire que j'appelle tel proche, que je puisse faire plus de sport. Voilà, donc déjà, les premiers signes, qu'est-ce qu'on fait quand il y a les premiers signes? Comment est-ce qu'on dépasse ce premier stress? Et si vraiment la crise survient, qu'est-ce que je souhaite mettre en place? Donc, c'est vraiment le plan de crise conjoint, de la négociation au consensus, c'est vraiment la différence avec les directives anticipées psychiatriques de base. Donc, ça va vraiment engager l'usager et le professionnel. L'idée, c'est vraiment de respecter l'autonomie de la personne et prendre en compte aussi sa vulnérabilité. Hein. L'idée, c'est vraiment l'objectif de tendre vers des valeurs communes et de favoriser des soins consentis. Donc, comment est-ce qu'on met en œuvre le plan de crise conjoint? Donc, à distance de la crise, donc avant, il y a une phase de rédaction avec un professionnel, comme je l'ai expliqué. À ce moment-là, il peut y avoir aussi une signature et une validation du document par le psychiatre. Alors ça, c'est pas obligatoire, ça dépend un petit peu des façons de faire. Au moment de la rédaction du plan de crise conjoint, en général, ce qui est préconisé, c'est la présence d'un proche, d'une personne de l'entourage qui puisse être témoin aussi
de ce qui se dit à ce moment-là, mais c'est effectivement pas quelque chose d'obligatoire, c'est l'usager qui va décider de qui est présent lors de la rédaction du plan de crise conjoint. Pendant la crise, le document donc, qui est rédigé, que la personne va pouvoir garder, souvent l'équipe professionnelle va en garder une copie aussi, et puis l'usager, ce qu'on préconise, ce qu'on peut lui conseiller, c'est de transmettre le document qu'il a écrit à un proche, à son médecin traitant, à toutes les personnes, à son curateur, s'il y en a un, à toutes les personnes en qui il a confiance et dont il souhaite qu'elles aient connaissance de ses souhaits si jamais il y a une crise qui devait survenir. Donc, il va vraiment être consulté par l'usager ou ses proches pour déjà mettre en place les stratégies, savoir quelles personnes peuvent être soutenantes à ce moment-là. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en œuvre pour les proches et les professionnels un accompagnement au plus près des volontés de la personne. Ce qui est important aussi, c'est après la crise, de pouvoir réviser le plan de crise conjoint, c'est-à-dire le reprendre et se dire, ben voilà, moi, j'avais demandé que ça puisse se passer comme ça. Avec l'expérience, finalement, je me dis que ça, on pourrait peut-être le changer. Je préférerais qu'on fasse appel plutôt à ce proche-là, ou finalement, ben, ce traitement-là, c'était pas celui qui m'avait convenu. Pour vous donner un petit peu des exemples, nous, c'est vrai que la rédaction du plan de crise conjoint, c'est quelque chose qu'on fait en pratique courante dans le service. Donc, les personnes vont pouvoir vraiment nous dire, en se basant sur leur expérience, comment, déjà, est-ce que mes proches peuvent voir que je suis en crise? Déjà, c'est la première chose. Quels sont les signes? Comment est-ce que moi, je reconnais que je suis en crise et comment mes proches peuvent reconnaître les premiers signes? Ensuite, ça va être se dire, je préfère avoir tel traitement parce que, par exemple, j'ai eu tel neuroleptique qui m'a donné énormément d'effets secondaires, j'ai eu la mâchoire bloquée, j'avais l'impression d'être un zombie. Et nous, notre travail en tant que soignant, quand il va y avoir ces demandes-là, en tant qu'accompagnateur, ça va être de réfléchir aux alternatives. C'est-à-dire, quand la personne nous dit, moi, ce traitement-là, ce neuroleptique, vraiment, il ne me convient pas parce que j'ai vraiment eu beaucoup d'effets secondaires. À ce moment-là, l'idée, c'est de dire, d'après votre expérience, vous, quel est le traitement qui fonctionne pour vous? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Parce que vous vous souvenez que la dernière fois, il y a quand même une grosse crise. Vous étiez très agité, vous n'arriviez pas à rester en place. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme traitement qui pourrait être efficace pour vous selon l'expérience que vous avez? Et on voit dans l'accompagnement qu'on fait, dans la rédaction des plans de crise, que les personnes sont souvent vraiment complètement, sont très à même de pouvoir dire finalement quel traitement leur convient, quel traitement ne leur convient pas, parce que ils ont cette expérience-là. Et finalement, c'est une vraie aide, même pour les soignants, plutôt que de partir sur des traitements basiques. C'est une façon, genre, tout à l'heure, le professeur Bélivier parlait de soins personnalisés. Il me semble que c'est aussi une façon de personnaliser les soins qui peuvent être proposés. Voilà. Donc, pareil pour l'hospitalisation. Quand on est en crise, comment est-ce qu'on s'organise? À qui est-ce qu'on donne les clés de l'appartement pour aller nourrir les chats? Qui est-ce qui va aller chercher les cigarettes? Donc, parmi vos proches, en qui est-ce que vous avez confiance? C'est vrai que souvent, en hospitalisation, on donnait finalement les clés à la première personne, aux proches qui se présentaient si la personne n'était pas en capacité de dire ce qu'elle souhaitait. Là, au moins, c'est quelque chose qui est inscrit, même sur la question parfois déplacement, qui est une question assez compliquée pour les proches. On arrive à travailler cette question-là où les personnes, elles nous disent clairement, je sais qu'il y a certains moments, je perds le contrôle et je suis trop mal pour pouvoir accepter d'être en hospitalisation. Ça s'est très mal passé la dernière fois parce que les pompiers sont intervenus, la police est intervenue. Si jamais ça doit se reproduire, nous on demande comment est-ce que vos proches peuvent s'y prendre, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre dans ces situations-là pour que ça se passe mieux. Donc il y a des personnes qui vont nous dire il faudrait s'y prendre plus en avance, peut-être faire intervenir une équipe de soins au domicile, que je puisse d'abord rapprocher mes consultations avec mon psychiatre. Si vraiment je suis en crise, effectivement, il faut m'amener à l'hôpital, mais certaines personnes vont me dire
je veux pas que ce soit les pompiers qui viennent, je veux que l'intervention se fasse de telle et telle manière pour être emmené à l'hôpital. Ils vont même parfois, de façon un peu tacite, dire si jamais il doit y avoir un placement, je préfère que ce soit telle personne de ma famille qui rédige, qui fasse la demande de tiers. Ça, c'est quelque chose aussi, on voit quand c'est possible, c'est pas toujours possible, mais quand c'est fait, souvent les proches, ils ressentent quand même, ça permet de diminuer ce sentiment de culpabilité qu'on peut retrouver chez les proches qui sont obligés de faire une demande d'hospitalisation sous contrainte pour leurs proches. Voilà pour la mise en œuvre du plan de crise conjoint. Au niveau des aspects législatifs, ce qu'il faut savoir, c'est que les directives anticipées de fin de vie, en France, il y a une loi qui dit que depuis 2016, elles sont opposables aux décisions médicales. C'est-à-dire que pour les directives anticipées de fin de vie, quand elles sont rédigées par la personne, ces décisions-là prévalent sur la décision médicale et le médecin ne peut aller contre seulement si il trouve que les directives ne sont pas du tout adaptées ou en se mettant en lien avec la personne de confiance ou en faisant une réunion avec tous les médecins. Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour les directives anticipées psychiatriques. La psychiatrie n'a pas été citée dans cette loi sur les directives anticipées de fin de vie. Voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas en France. Elles ne sont pas opposables aux décisions médicales. Donc, c'est pour information. Nous, c'est quelque chose qu'on précise aux personnes et dont elles sont tout à fait conscientes et qu'elles acceptent. Il faut savoir que souvent, pour les usagers, le fait même déjà qu'on leur demande leur avis, que leur opinion et leurs souhaits soient inscrits dans leur dossier médical, c'est déjà un pas qui est extrêmement important. Moi, j'aimerais qu'on aille plus loin, mais c'est quelque chose qui reste déjà important. Pour l'instant, c'est opposable dans certains États américains et dans certaines régions du Canada. Donc, il y a plusieurs études qui sont en cours sur les directives anticipées dans le monde. En France, avec les DIAP, avec Aurélie Tinland, que vous connaissez peut-être, et donc plan COISO, qui est particulier au plan de crise conjoint en France. Donc, qu'est-ce qu'on sait du plan de crise conjoint? Donc, a priori, ça améliore l'alliance thérapeutique, ça permet une meilleure utilisation des ressources, ça diminue les hospitalisations sous contrainte, ça diminue le recours aux mesures coercitives. Mais c'est vrai que pour les 2 dernières données, on a besoin de plus d'études plus solides. Qu'est-ce qu'on sait aussi? Les études, elles ont montré qu'il y a certaines barrières à l'implémentation, parce que vous voyez, c'est un outil qui fait très envie, mais on a énormément de mal à le mettre en route dans la pratique courante. Ce qu'on voit, c'est que les principales résistances, elles sont bien sûr forcément du côté des soignants, qui n'ont pas trop envie d'intégrer un processus de décision partagée, donc c'est-à-dire de partager avec les personnes concernées le pouvoir de décision. Il y a un manque de connaissances aussi et d'implication des soignants sur l'outil. Souvent, les soignants, ils ont des craintes sur la capacité des personnes, des usagers à faire leur propre choix. Les usagers, eux, ils ont parfois des difficultés à remplir le document seul et ils ont aussi peur, même quand ils le remplissent, d'arriver en service auprès des soignants qui ne sont pas au courant avec leurs documents parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont croire que moi je vais décider, etc. Et ils ont même peur parfois, les études ont montré qu'ils avaient peur parfois de représailles des soignants si jamais ils montraient qu'ils avaient des directives anticipées. Donc c'est vrai qu'on voit là vraiment l'importance aussi des proches pour soutenir les personnes qui ont pu rédiger ce document-là. Il y a aussi des difficultés structurelles et d'organisation dans les soins, des difficultés au niveau de la transmission des directives. C'est pour ça que nous, on les a informatisées dans le service. Elles sont dans le dossier médical de la personne avec son accord. Il y a aussi la question du manque de temps, parce que ça demande du temps d'accompagner à l'écriture, mais c'est un investissement, il me semble, qui est nécessaire. Et bien sûr, il y a besoin de soutien institutionnel pour la mise en place des directives anticipées. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des études qualitatives, ce sont plutôt les médecins, c'est le tableau que j'ai mis à côté, qui trouvent qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre en place les directives anticipées psychiatriques. Ils ne sont pas contre, mais c'est plutôt un manque d'intérêt. Je suppose qu'ils ont déjà l'impression de demander l'avis aux personnes concernées, mais bien sûr, les personnes concernées ne sont pas de cet avis. Si vous voyez les organisations de personnes concernées, ils sont très, très favorables, là où les psychiatres le sont moins, et les infirmiers, donc psychiatric nurses, qui considèrent aussi souvent
qu'il y a beaucoup plus de nécessité à introduire ce document. Donc, je pense que c'est vraiment important de s'appuyer sur les usagers, sur les infirmiers aussi, pour la diffusion de cet outil. Donc, l'investissement des soignants qui est extrêmement important. Il faut qu'ils soient formés, l'importance de la transmission et puis que l'accompagnement aussi soit décentré de l'hôpital. Hein. Pas forcément que ça se fasse à l'hôpital. Les analyses qu'on a des plans de crise conjoints, des documents qui ont été rédigés par des usagers, c'est qu'en fait, c'est tout à fait en adéquation avec les pratiques cliniques recommandées. Donc, les personnes, quand elles font des demandes, en fait, elles sont tout à fait en adéquation avec les pratiques cliniques recommandées, puisqu'en fait, c'est simplement qu'elles ont l'expérience et elles savent ce qui leur convient, quel traitement fonctionne, et ça se recoupe avec les données de la science. Et on sait du coup que toutes les personnes, pour tout type de diagnostic, peuvent rédiger des plans de crise conjoints parce qu'on se base vraiment sur l'expérience de la personne. Donc, pour aller rapidement, l'étude qu'on fait à Saint-Étienne, donc c'est une étude randomisée contrôlée, donc ça veut dire qu'il y a deux groupes. Un groupe contrôle qui a le suivi habituel en équipe mobile et un groupe qui a le suivi habituel en équipe mobile et qui en plus va rédiger un plan de crise conjoint. Il y a 96 patients qui vont participer à cette étude sur 3 ans et on va pouvoir observer à la fin si les personnes qui ont rédigé un plan de crise conjoint perçoivent moins de contraintes à l'hospitalisation, s'il y a moins de recours à l'isolement, si elles ont moins de vécu de discrimination et de stigmatisation. On va aussi analyser le vécu des soignants. Donc là, ce jour, on a un mi-parcours. On a terminé l'analyse des entretiens infirmiers par le sociologue et on a fait aussi un film qui s'appelle Stigma pour parler de la déstigmatisation. Donc voilà, le déploiement du plan de crise conjoint, je vais laisser la place à Céline qui va expliquer le kit Mon GPS, qui est vraiment la mise en œuvre du plan de crise conjoint, mais aussi de directives anticipées. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'aller rapidement pour vous présenter ce support qui est un support de médiation qui permet vraiment de mettre en œuvre, de rendre concrète en fait ces fameuses directives anticipées, parce que c'est vrai que directives anticipées en psychiatrie, plan de crise conjoint, ça peut faire un peu peur, on peut se demander comment on peut les formaliser. Et voilà, il y a différents supports qui existent et celui-ci, c'est l'un d'entre eux. Juste avant de préciser et de détailler un tout petit peu cet outil, je trouvais que ce qui est intéressant en fait par rapport à tout ce qui est dit depuis ce matin, c'est qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes de s'exprimer, de mieux se connaître. Et typiquement, les directives anticipées et ce genre d'outils vont contribuer à cette dynamique d'une meilleure connaissance de soi et d'une meilleure expression du coup de ses besoins et de ses envies en général et par rapport aux soins et à l'accompagnement en particulier. Donc, mon GPS, guide prévention et soins en santé mentale, je vais juste revenir sur la diapo précédente. En fait, c'est un outil qui a été... qui est le fruit d'un partenariat entre donc l'association Prisme en fait. Donc ce sont deux psychologues cliniciennes, Ophélia Lopez et Marie Condemine, qui sont vraiment à l'origine de cet outil à partir de leur pratique clinique et de toute une revue de la littérature et qui ont souhaité développer un outil concret dont tout le monde pouvait s'approprier voilà, son utilisation. Et elles ont sollicité le Psycom pour tout ce qui était partie pédagogique et diffusion la plus large possible. Et cet outil est soutenu par l'UNAFAM et Santé Mentale France pour la diffusion. Et il a reçu le label du droit des usagers en santé du ministère de la Santé. Donc, diapo suivante, merci beaucoup. Donc, concrètement, quelle forme il prend? Donc, c'est un livret qui va aborder différents thèmes qui ont été abordés déjà par Yvonne, donc me connaître, quels sont les traitements, si je suis hospitalisée, les différents éléments auxquels je dois auxquels il faut être vigilant pour moi-même et quels éléments mon entourage peut être vigilant. Nous avons développé également des notices d'utilisation qui permettent, on l'espère, une prise en main facilitée. Donc, il y a une notice pour les personnes concernées, une notice pour les proches et une notice pour les professionnels. Et l'idée, c'est vraiment que cet outil soit le plus largement diffusé, surtout le plus facilement accessible, puisque je ne sais pas si parmi vous, tout le monde était à l'aise et au fait de ce que sont les directives anticipées en psychiatrie, si tout le monde avait entendu parler des plans de crise conjoints.
A priori, ce n'est pas encore le cas malheureusement, et comme pour beaucoup d'outils et beaucoup d'actions qui sont développées, en fait, il y a vraiment un effort de communication et de diffusion qui doit être fait. Voilà, donc ce qu'on a souhaité et ce qu'ont souhaité les conceptrices, c'est que ce soit un outil qui soit disponible et téléchargeable. En fait, il suffit d'aller sur le site, de cliquer, d'imprimer. Petit détail, mais on a aussi pensé au niveau de l'impression, de se dire pas mettre beaucoup d'encre de façon à ce que tout le monde puisse l'imprimer le plus facilement possible et que ce soit le moins coûteux. Voilà, donc une formation dédiée est proposée sur les directives anticipées le plan de crise conjoint. Et à terme, on va développer un guide d'aide à la réflexion pour la mise en place de cet outil dans les services, de façon à agir sur les freins à l'implémentation, comme le disait Yvonne tout à l'heure. Et comme tous les outils, et c'est ce que disait l'intervenant précédent, il y aura une évaluation pour savoir s'il y a une plus-value, une pertinence à utiliser un support comme celui-ci. On espère bien sûr que oui. Concrètement, alors diapositive suivante, s'il te plaît. Pour que vous ayez un petit peu une idée sur la façon dont il a été développé, il a été fait de manière participative et collaborative, puisque tu peux passer à la diapositive. Oui, ça marche pas. Merci beaucoup. Il est issu d'une triconstruction en fait entre les personnes concernées par un trouble psychique, des proches et des professionnels. Donc là, ça répondait vraiment à une volonté des conceptrices de partir des besoins des personnes. Voilà, il ne s'agissait pas de faire un support qui sorte du chapeau uniquement d'une catégorie de professionnels. Il fallait vraiment que ça parte des différents besoins. Donc pour ce faire, elles ont réalisé des focus group, une personne concernée, un proche, un professionnel. Et dans professionnel, ça concerne le sanitaire, mais c'est aussi très important de le préciser, le médico-social, puisque l'idée, c'est de développer aussi ce support dans le champ du médico-social, puisque les directives anticipées peuvent aussi être abordées dans ce cadre-là, bien évidemment. Et c'est à partir de ce qu'elles ont recueilli qu'elles ont pu ensuite, qu'on a pu développer le contenu de ce support. Bien évidemment, comme ça a été évoqué depuis le début, les proches, l'entourage a un rôle très important dans l'élaboration et l'actualisation aussi des directives anticipées, donc dans la construction de ce guide. Et notamment pour le soutien, pour communiquer sur l'existence de ce guide et puis soutenir les personnes qui veulent le faire valoir auprès des professionnels qui ne seraient pas trop au fait de ce que sont les directives anticipées, de ce que sont les plans de crise conjoints. Concrètement, c'est un outil qui vise à... ah oui, je vois une question. Donc, GPS, c'est guide prévention et soins en santé mentale, DAP, directive anticipée en psychiatrie, PCC, plan de crise conjoint. Voilà, je retenais à préciser. Donc, c'est un outil qui est un outil d'auto-support, d'auto-aide et qui va agir effectivement sur la gestion de la crise, la situation aiguë, mais pas uniquement. On espère qu'il va vraiment agir aussi sur la question de la prévention, puisque pour anticiper au mieux une situation aiguë, c'est important de pouvoir réfléchir aussi à ce qui, en amont, peut être bénéfique, utile pour maintenir un équilibre et effectivement éviter des escalades qui pourraient mener à une situation de crise difficile à gérer. Il y a 4 éléments qui sont très, très importants sur ce support. C'est l'idée de se dire qu'il va contribuer à la réflexion, à une meilleure communication, qu'il va introduire de la négociation et que ça va être une aide à la décision. La négociation, c'est quelque chose qui a été abordé depuis ce matin. Il y a vraiment cette idée de réintroduire de la communication, de fluidifier les échanges et d'être dans une recherche de compromis voilà, et pour une décision qui convient à la personne qui est dans un parcours de soins et d'accompagnement. Ces directives n'ont aucune obligation légale. Donc cet outil n'a pas d'obligation légale. Elle est vraiment s'inscrit dans une dynamique une volonté individuelle de l'utiliser. Il n'y a pas de critères de participation. Qui veut l'utiliser peut l'utiliser. Mais bien évidemment, du coup, il va falloir les faire valoir l'existence de cet outil. Surtout s'il n'est pas proposé par l'équipe de soins ou d'accompagnement.
Parce que le principe, c'est que tout le monde peut s'en saisir. Une personne concernée par une problématique psychique, un proche, peut suggérer de remplir ce guide. Une personne peut décider de le remplir par elle-même pour ensuite le faire valoir auprès de son équipe. Dans d'autres configurations, ce sera l'équipe qui se sera saisie de ce support-là et qui peut le suggérer aux personnes qu'elles accompagnent ou qu'elles suivent pour les soins. Voilà. Mais dans tous les cas, il est important de faire valoir l'existence de ce guide, surtout s'il a été donc, effectivement rempli, etc. Et enfin, encore une fois, ça peut paraître un peu redondant, mais il est extrêmement important de faire connaître l'existence de ces supports, de les diffuser le plus largement possible pour qu'elles soient prises en compte et utilisées et promues. Voilà. Dernière diapo, s'il te plaît. Ça a également été abordé sur la question, depuis ce matin, le fait d'exprimer ses besoins dans le cadre du soin et de l'accompagnement. L'ensemble de ces supports, et en particulier les directives anticipées en psychiatrie et mon GPS, et d'autres outils qui existent, visent vraiment à favoriser le respect des droits en psychiatrie, à permettre aux personnes de s'inscrire dans des soins consentis. Ils vont également promouvoir la concertation, donc ça c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de scinder et de dissocier, c'est vraiment d'essayer de favoriser une synergie, si on peut dire. Donc, promouvoir la concertation entre les personnes concernées par les problématiques psychiques, les professionnels et ou les proches autour d'un projet individuel de soins et d'accompagnement. Favoriser le pouvoir d'agir, l'empowerment et contribuer au rétablissement des personnes, donc ce qui était évoqué en début de matinée. Et effectivement, la prise en compte d'une décision partagée qui est une notion pas évidente à mettre en œuvre, mais qui est extrêmement importante pour que tout le monde trouve son compte, et notamment les personnes qui vivent avec toutes ces difficultés-là. Et bien sûr, donc, ces outils et ces supports vont contribuer à favoriser l'autonomie de la personne qui est suivie en psychiatrie. Donc voilà, pour faire très rapide, pour vous présenter ce support-là. Il est disponible sur le site, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Merci à vous. Merci beaucoup Yvonne Quenom, merci Céline Loubière. Cet outil va être de plus en plus utilisé, il est encore trop peu, mais on voit bien que ça va aller croissant et je pense assez rapidement.